seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le président, bonjour à nouveau. Alors, pour préciser ce qui est peut-être déjà clair, mais je pense que cela mérite une précision quand même. Alors, le procureur, bon, cela s'est passé juste avant la pause. Minutes have gone into discussion. Alors, l'opposition dont il était question avant cette pause n'est plus d'actualité pour la Chambre. Et vous avez besoin de 10 minutes encore? Enfin, ou plutôt, nous avons passé 10 minutes pendant cette discussion. Vous avez besoin de combien, Monsieur MacDonald? D'une demi-heure. Le président, enfin, oui, non, enfin, une demi-heure, mais pas une minute de plus. I think if you need half an hour. Et je pense que si vous avez besoin d'une demi-heure, nous pourrons peut-être faire la pause déjeuner ensuite, et puis nous reprendrons à 14 heures, ce qui fait que cet après-midi, nous aurons un volet d'audience de 2 heures. Je pense, oui, avec l'aval de tout le monde, je pense que c'est la meilleure solution. Monsieur MacDonald, je me demandais si vous ne souhaiteriez peut-être pas finir plus tôt cet après-midi, mais pas de problème. Le président, est-ce que vous souhaitez finir plus tôt, Monsieur MacDonald? Je pense que c'est le souhait de tout le monde, un vendredi après-midi, Monsieur le Président. Le président, bien. Écoutez, nous prendrons la décision cet après-midi, volet d'audience d'1 heure et demie ou de 2 heures cet après-midi. Monsieur MacDonald, c'est à vous. Témoin. Alors, je vais revenir sur le sujet d'avant la pause. Vous avez mentionné ne pas avoir rapporté à M. Obougado les incidents du 3 mars parce que vous aviez à ce moment-là un commandant opérationnel qui était dans la lignée hiérarchique. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous n'avez pas rapporté à M. Obougado les incidents qui s'étaient produits? Merci, Monsieur le procureur. La première raison a été déjà mentionnée dans l'audition. J'avais déjà vu les femmes, une partie des femmes, quelques femmes, déjà le matin, en train de se diriger avec des pancartes vers un point de rassemblement qu'elles ont indiqué. Elles avaient dit qu'elles partaient à Djamé. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait les trouver au rond-point de Anador. Donc, pour ma part, celle que j'ai vue n'avait pas d'arme. Lorsqu'on m'a dit que des coups de feu ont été tirés à partir de ce groupe de femmes, je me suis dit que ça ne pouvait pas être vrai. Et comme dans un compte rendu, je n'avais pas à émettre des sentiments, je devais me limiter à ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu. Donc, je me suis dit aussi que le colonel Obougado a pu être déjà informé avant moi-même. Que si ces coups de feu sont partis réellement de la rame qui est sortie du camp commando, cette rame partait où réside ce colonel et où la relève doit se faire. Donc, logiquement, il a pu être au courant avant que même je ne puisse lui faire ce compte-rendu. Je vais finir, je vais aller au point en question.
vous avez mentionné que ça vous faisait mal. Et vous dites à la ligne 950, et je cite, « C'est un fait, et donc moi, j'avais peur. » Lui, par exemple, il est du groupe ethnique du président. Et à la ligne 959, donc, je vous cite, « Donc, il m'était difficile d'expliquer et puis me retenir, ne pas lui montrer que ça me fait mal. Donc, j'ai évité ça. » Vous vous rappelez d'avoir mentionné cela au bureau du procureur, monsieur le témoin? Effectivement. Et je viens de faire aussi référence à une partie tout à l'heure dans ma réponse. J'ai dit que si j'avais un compte rendu à faire, je devais me limiter aux faits, mais pas exprimer mes sentiments à mon chef. Et là, vous dites que vers les 16 heures, vous commencez à recevoir des appels. Des appels de qui? Merci, monsieur le procureur. J'ai reçu des appels, plusieurs appels. Donc, j'ai fait l'effort de me souvenir. C'est que il y a des collègues qui m'ont appelé et qui essayaient d'expliquer ce qui s'était passé à cet endroit. Parce que jusque-là, jusqu'à 16 heures, nous ne nous sommes pas rendus sur ces lieux-là. Le chef n'a pas demandé que une patrouille aille vérifier ce qui s'est passé. Donc nous sommes restés dans la caserne. Et c'est des gens extérieurs à la caserne, des collègues qui m'ont appelé, qui m'ont dit, bon, à la télévision, il paraît qu'on aurait montré des femmes qui se sont, je pense, badigeonnées ou quelque chose comme ça avec un produit. Que ce n'était pas, que c'était une mise en scène. C'était une mise en scène et que ce n'était pas vrai ce qui était raconté au départ. Donc, qu'il n'y avait pas eu de tuerie. Et quel impact que ça avait, ça, sur vous, lorsque vous entendez ces commentaires? Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure. C'était des commentaires divergents. Pendant que mes collègues faisaient l'effort de disculper les éléments de la rame qu'on accusait d'avoir tiré, j'avais reçu au préalable déjà des coups de fil qui me disaient qu'il y avait des morts. Il y avait des morts. On a même cité, je pense, 8 personnes qui avaient été tuées. Monsieur le témoin, j'aimerais maintenant revenir sur votre départ de la gendarmerie ce 3 mars. Vous nous avez dit que vous avez quitté le camp commando. Vous avez déjà témoigné à l'effet que vous avez quitté le camp commando. Je vais vous demander, et vous avez déjà mentionné devant cette chambre une partie des raisons, mais je vais vous demander à nouveau. Pourquoi avez-vous à ce moment-là, et le terme à employer à ce moment-là, c'est la déserté, pourquoi? Donc, merci, monsieur le procureur. Alors, à la suite de ce qui s'était passé, j'ai su qu'il y avait des tirs. Il y a eu des tirs
Mais est-ce que les tirs ont été dirigés sur des femmes? Je n'ai pas eu la possibilité de vérifier. Cependant, ceux qui m'avaient déjà appelé au préalable pour m'annoncer qu'il y avait eu tir ont ensuite annoncé qu'on fait le bilan. Et parmi, au-delà de 16 heures et quelques, mes collègues aussi qui appelaient avaient des versions différentes. Il y en a qui disaient bon, que c'est des femmes qui sont tombées, que c'est bien fait parce qu'elles ont camouflé des tireurs. C'est-à-dire, en leur sein, il y avait des tireurs. Donc, évidemment, si des tireurs ont pris les femmes comme bouclier pour tirer sur les forces de l'ordre ne pouvaient pas faire autrement. En ripostant, des balles pouvaient les atteindre. Donc, à la suite de tous ces commentaires qui ont été faits, de tous ces appels, je me suis rendu compte, sans avoir vérifié, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement eu mort d'homme. Et j'ai des amis. Mort d'homme, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez utilisé le terme mort d'homme. Mort de... je veux parler des 8 personnes dont j'ai parlé. Des 8 femmes. Parce qu'il a été annoncé qu'il y avait 8 femmes qui ont été tuées. Mais je précise toujours que nous ne sommes pas allés sur les lieux pour le vérifier. Et donc, au vu de cet incident, je me suis dit que plus tard, je pourrais être associé à ces faits-là. Et aujourd'hui, je me retrouve devant une cour en train de m'expliquer effectivement. Donc, c'est ce qui m'a poussé à quitter la caserne. Donc, vous ne vouliez pas être associé à ce genre de crime si effectivement il s'agissait d'un crime. Effectivement, monsieur le procureur. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à partir, à quitter cette journée-là? Merci, monsieur le procureur. Il y a d'autres raisons, mais... Monsieur, J'ai dit si c'était un crime. vous savez déjà ce que je vais dire? Maître André? Monsieur le Président, j'ai fait observer que le témoin n'a jamais dit que j'ai quitté les lieux. Comme l'a dit le procureur, je vais chercher cette réponse-là pour être... Le procureur déduit pour dire, donc vous ne vouliez pas être associé à ce genre de crime. Le témoin ne l'a jamais dit. If indeed it was a crime. Si effectivement il s'agissait d'un crime. Pour ce qui est de cet événement, Monsieur McDonald, j'ai précisé, le président, oui, mais si vous parlez d'un événement, de l'événement de cette journée-là, je pense que ce sera encore plus neutre que de parler d'un événement. Monsieur McDonald, de façon alléguée? Votre témoignage est au dossier de la Cour. Y a-t-il d'autres raisons qui vous ont motivé à partir? Merci, monsieur le procureur. Il y a d'autres raisons qui m'ont motivé à partir. Il y avait menaces de deux côtés. Je recevais des menaces de deux côtés. J'étais menacé. Et premier côté, pendant que j'étais sous les ordres d'un officier supérieur dans ma caserne,
légèrement avant, un peu avant que il n'y ait le PC, la création du PC, j'ai reçu la présence de 12 éléments du GSPR. Et j'avais été appelé par l'un de mes chefs, le chef de cabinet du général Kassaraté, le colonel Adou Donga Deni. Il m'a dit que sur instruction du commandant GSPR, le colonel-major Aouma Nathanaël, qu'il y a certains éléments du GSPR qui devaient se rendre dans ma caserne au fin de faire un travail de perquisition dans ma localité. Comme j'étais pour eux le point focal, il fallait que je les reçoive et que je les aide à faire leur travail. Donc, comme ce n'est pas d'eux, je reçois les ordres directement, j'en ai rendu compte à mon chef hiérarchique. Il n'y avait pas de PC. Donc, en ce moment, je rendais compte toujours au colonel Obougado ou à son adjoint. Et donc, je n'ai pas pu joindre le colonel Obougado. J'ai rendu compte à son adjoint, le colonel Aka Benjamin, et qui s'est étonné de ce que la chaîne de commandement ne soit pas suivie. Parce que c'est à lui qu'on devait donner cet ordre et il devait faire répercuter. Donc, puisque c'était déjà fait, il m'a dit, bon, ok, allez-y, faites comme vous avez l'habitude de faire. Et donc, les 12 éléments sont venus. Et comme les instructions le disaient, je devais les aider à faire leur travail. Donc, ils m'ont dit qu'ils ont des perquisitions à faire dans des endroits précis. Mais ils ne les ont pas cités. Et j'ai évité aussi de leur demander. Nous avons commencé, j'ai mis à leur disposition un officier et une quinzaine de gendarmes. Et je suis parti faire ma patrouille avec des éléments derrière rail. Et pendant que j'étais là-bas, celui qui semblait être le responsable de ces 12 personnes m'a appelé et il m'a dit qu'ils sont dans l'attente. Je lui ai dit qu'ils n'avaient pas à attendre, ils pouvaient commencer leur mission. Il m'a dit non, pour une mission de cette importance, on veut votre présence. Et je précise que c'est un sergent qui s'adressait à un capitaine et qui exige que le capitaine que je suis vienne avec eux. Donc je lui ai dit, mais j'ai déjà mis à votre disposition un officier et 15 sous-officiers. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Il m'a dit non, on veut votre présence. OK, donc j'ai rebroussé chemin et je me suis mis à leur disposition. Donc ils étaient 2 sergents à diriger ce groupe. Donc dès que je suis monté, l'insistance avec laquelle ils voulaient que je sois avec eux m'a fait dire que certainement il y avait problème. Donc dès que je suis monté dans leur véhicule, j'ai éteint mon portable. Je n'avais qu'un seul portable en ce moment. Je l'ai éteint, je l'ai sorti, je l'ai éteint devant eux pour montrer que je n'allais pas recevoir de coups de fil et je n'allais pas en donner. Puisque le lieu où nous partions est resté secret et nous sommes allés, on a fait une perquisition. Ils ont dit qu'il y avait des armes dans un domicile. Nous avons fait la perquisition ensemble et je les ai même orientés sur certaines possibilités de cache d'armes dans des puits, dans le plafond, sous le matelas ou dans le matelas. Donc, je pense qu'ils ont apprécié et certainement ça les a fait un peu tiquer. Que je me mette au devant et que moi-même je leur donne des idées
de où pouvaient se trouver des armes éventuellement. Et nous l'avons fait sur 3 jours. Et la 3e journée, lorsque nous sommes arrivés au camp, après une autre perquisition dans une clinique, ils ont demandé à me rencontrer à mon bureau, les 2 sergents. Ils semblaient être les chefs. Et donc nous sommes montés et ils ont exigé que je ferme la porte à clé. Ce que j'ai fait, et nous nous sommes assis, nous étions 3 dans le bureau. Et ils m'ont dit, bon, mon capitaine, nous étions venus pour vous. Mais après ces 3 jours de travail avec vous, on a vu que certainement, on a dû se tromper sur votre compte. Et séance tenante, nous allons appeler notre chef pour le lui communiquer. Et ils ont appelé le colonel-major Aouma, avec lequel j'ai communiqué. Et il s'est rendu compte que, ou du moins, il m'a fait savoir qu'il me reconnaissait parce qu'il avait été mon chef déjà dans cette caserne. Quand cette caserne a été érigée en commando. Donc, nous avons échangé, il m'a rassuré, il m'a dit, bon, ok, toutefois que vous aurez des ennuis, il faudrait m'appeler. Et ça s'est passé. Lorsque le PC, ils sont restés là, les éléments du GSPR sont restés. Par la suite, il y a eu la création du PC et chaque fois, j'étais appelé pour dire que j'avais hissé le drapeau blanc, c'est-à-dire que je refusais de combattre. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, les éléments qui venaient à renfort disaient qu'ils avaient appris dans leur caserne que le commandant d'unité avait régulièrement des rencontres avec 2 chefs de guerre, 2 rebelles. En ce moment, ils étaient commandants, chef de guerre Chérif Ousmane et puis Zakaria, qui se trouveraient au-delà de PK-18, c'est-à-dire en direction du carrefour Ndotré. Ils ont été localisés à cet endroit et qu'il paraît que le chef de cette caserne, camp commando que je suis, va régulièrement faire des réunions avec ses chefs rebelles. Il le disait sans savoir que c'était moi-même qui étais en face d'eux. Et donc, tout ça, ça tournait dans ma tête. Et les éléments de GSPR qui ont dit que, je reviens un peu en arrière, qu'il leur a été rapporté que il a été demandé à mes hommes, au 2e tour, de voter le président Alassane. C'est ce qu'ils m'ont rapporté. Mais ils savent que ce n'est pas moi qui ai dit, ils savent déjà qui l'a dit et que c'était mon adjoint qui avait dit ça. Mais une rencontre entre eux là-bas a jugé que si mon adjoint est allé à visage découvert devant 25 personnes environ et déclarer cela, ça pouvait supposer que nous avions la même vue et que j'aurais pu l'envoyer vers ces hommes pour les convaincre à voter le concurrent du président Gbagbo. Mais au vu de tout ce que j'ai fait avec eux pendant toute cette période, ils ont changé d'avis sur ma personne. Je m'excuse de vous interrompre parce que il y a quelques détails sur lesquels je dois revenir pour bien situer la chambre. Pardon. Je veux juste revenir sur le dernier point. Donc, ces membres du GSPR avec lesquels vous avez fait cette tournée de perquisition, première question, au tout début, vous avez compris qu'ils étaient là pour vous assassiner. C'est bien cela?
Merci, monsieur le procureur. Je n'ai pas compris comme ça. Je me suis dit qu'ils doutaient. C'est pour ça qu'ils ont insisté pour que je sois avec eux. Maintenant, s'ils doutent, certainement, c'est pour me faire arrêter ou peut-être pour mettre fin à mes jours. C'est possible. Parce que des coups de fil pouvaient attirer leur attention. Donc, j'ai préféré éteindre le portable devant eux. Est-ce que vous avez utilisé une expression tout à l'heure? Lorsque vous êtes dans votre bureau, vous les avez cités à l'effet qu'ils étaient là pour vous trouver. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Donc, merci, monsieur le procureur. En fait, je n'ai pas dit qu'ils étaient là pour me trouver. J'ai dit qu'ils ont dit qu'ils sont là pour moi. Ils étaient venus pour moi. Et je leur ai demandé d'expliquer. Et ils ont expliqué. D'accord. Autre question de précision. Le GSPR, pourrez-vous nous rappeler à nouveau, c'est quoi leur fonction, leur mission initiale? Merci, monsieur le procureur. Selon le nom qu'ils portent, je parle de ce nom, mais je ne peux pas rentrer dans les détails de leur mission. Parce que tous... C'est quoi leur nom, monsieur le témoin? Commençons avec le nom. Commençons avec... Écoutez. Le groupe de sécurité du président de la République ou de la présidence. Et tous n'étaient pas des gardes de corps du président. Que voulez-vous dire? Je veux dire que, après tout ce qu'on a vu avec l'arrivée du président Gbagbo, nous avons pu comprendre que tous ceux qui sont à la présidence ne sont pas commis, ceux qui se disent les gardes de corps, ne sont pas commis à sa seule sécurité. Il y a ses conseillers, qui ont des gardes de corps, et tous ceux-là font partie de cet ensemble du GSPR. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que le GSPR conduisait des missions à Abobo de perquisition au moment de la crise post-électorale. Merci, monsieur le procureur. Ce n'était pas de façon habituelle. Je parle seulement de cet événement pour lequel j'ai été appelé par l'un de mes chefs et j'ai cité déjà les circonstances. Et ces membres du GSPR sont revenus sur la question d'un drapeau blanc qui aurait été hissé par vous. C'est bien cela? C'est bien cela. Ils sont également revenus sur la question des élections et que votre adjoint aurait incité des membres de la gendarmerie du camp commando à voter pour M. Alassane Ouattara. C'est bien cela? C'est bien cela. Mais je vais vous poser une question. Ça change quoi, ça? Vous êtes libre de voter? À cette période-là, vous êtes libre de voter pour qui vous voulez voter? Ou est-ce qu'il y avait autre chose? This isn't, well, Pour le témoin, This is- for the witness himself. yes, but Le président, oui, mais reformulé. because you're eliciting an opinion. Vous sollicitez un avis subjectif. Vous étiez libre de voter pour qui vous vouliez, non? Merci, monsieur le procureur. Effectivement, mais nous n'avions pas à conditionner nos éléments. Ce n'était pas notre rôle. Est-ce qu'on a essayé de vous conditionner durant cette période à voter pour un candidat? Vous, personnellement.
Merci, monsieur le procureur. Je ne sais pas si vous parlez de la présence des éléments GSPR. On en a terminé avec le GSPR. On est sur le sujet du conditionnement pour voter pour un candidat ou un autre. Et je vous demande si vous avez été conditionné à voter pour un candidat au sein de la gendarmerie. Could the prosecution please define what Maître Knops, est-ce que l'accusation pourrait définir ce qu'elle entend par cela au juste? Le président interrompant, est-ce que quelqu'un est venu vous dire, vous recommander de voter pour tel candidat ou tel autre? Monsieur MacDonald interrompant, enfin ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un l'a incité, encouragé, enfin que sais-je? Maître Van Bonnet, un instant je vous prie. by the way I use the time to say that probably in the English Le président, je profite de cette interruption pour préciser qu'il y a eu une erreur dans la transcription anglaise qui change carrément le sens. Là où l'on dit contre, on devrait dire pour et non pas contre. Page 46, ligne 7 de la transcription anglaise. Enfin, à mon avis. Mr. Knops, I see your... Maître Knops, je vois que vous êtes en train de lire la transcription anglaise. Maître Knops, quelle ligne vous avez dit, Monsieur le Président? Le Président. Ligne 7. L'on peut lire le mot anglais against, contre, alors que c'est le contraire. Le Président, enfin, contre ou pour un candidat. Le Président, non, non. Voter pour l'adversaire et non pas voter contre l'adversaire du Président, selon moi. Le président poursuivant, je ne sais pas si c'est un problème d'interprétation ou pas, je voulais simplement le signaler. Maître Van Bonnet. Le témoin demande d'aller en micro partiel afin de répondre sur ces questions, car ça va divulguer quelqu'un qui est tout près ou autour de lui actuel. Donc, pour ces raisons, on demande d'aller en huis clos partiel pour cette réponse. Thank you very much. Le président, merci Maître Van Bonnet. Passons brièvement à huis clos partiel. Attends. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Monsieur le procureur, je voudrais simplement vous rappeler que vous avez les 30 minutes sont écoulées. Allez-y. Monsieur le témoin, donc, vous avez quitté le camp Agban physiquement vers quelle heure le 3 mars? Merci, monsieur le procureur. Je pense que je vais rectifier dans votre question. Je prends le camp Agban. Oh, excusez, oui, vous avez raison, le camp commando. Merci, monsieur le procureur. J'ai quitté ma caserne autour de 19 heures. Et finalement, je sais que vous avez suivi un certain parcours. Mes collègues pourront vous questionner sur ce sujet s'ils le désirent. Mais je veux savoir, cette journée du 3 mars, vous avez couché à quel endroit? Merci, monsieur le procureur. Je ne comprends pas. Couché, j'ai passé la nuit. Oui, où avez-vous passé la nuit? Donc, lorsque je suis parti de ma caserne,
J'ai passé la nuit dans la caserne du 43e BIMA, les forces françaises. Et le lendemain matin, où êtes-vous allé? Le lendemain matin, j'ai été transporté à l'hôtel du Golfe. Je comprends que durant cette période, vous aviez un agenda que je tiens dans mes mains. C'est bien cela? C'est bien cela. Où vous notiez certaines informations. C'est bien cela. Ces informations ont été notées par vous-même? Effectivement. Est-ce qu'il y a quelques informations dans cet agenda qui n'ont pas été écrites par vous? Ou c'est tous par vous? Ce n'est pas une colle, je veux juste exclure qu'il n'y a personne d'autre qui a écrit dans votre agenda. Merci, monsieur le procureur. Je pense que, au vu de ce qui sera présenté, je peux vous dire si c'est moi qui ai écrit ou pas. Alors, j'aimerais appeler la pièce, mais au lieu de le faire on peut le faire électroniquement, mais j'en ai une copie papier non annotée, simplement avec un petit bout jaune. C'est peut-être plus facile à manipuler. Alors, la pièce, c'est CIV OTP 0046 0411. Et je vais attirer l'attention plus spécifiquement à la page 0046 0438. Est-ce que j'ai la permission de présenter la version copie papier au témoin, Monsieur le Président? Yes, you have. Le président, oui, vous êtes autorisé à le faire. Et aussi, par le fait même, sous le contrôle de Maître Van Bonnet. C'est bien votre agenda, Monsieur le témoin? Effectivement, c'est bien mon agenda. Et je comprends que vous avez fait une entrée le 4 mars, une entrée manuscrite, où il y a le papier jaune. Vous avez indiqué quoi? J'ai dit le 4 mars. Oui, oui, il y a écrit ça. Et ça, c'est la page 0436, le 4 mars. Pardon. Vendredi 4 mars, j'ai mentionné arrivé ce matin vers 8h30 au Golf Hotel, accompagné par la force Licorne. Très bien. Maintenant, si on pouvait aller, pour les fins de l'enregistrement, à la page 0438, et c'est le 17, la semaine du 14 mars 2011. Et je vais lire à haute voix, car tout le monde le voit. Cérémonie de présentation de la nouvelle armée ivoirienne. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, pour le président de la République. À 19h, je suis reçu par le PR pour me prononcer sur les tueries à Bobo. PR signifie président? Président de la République. D'accord. Et je comprends que le vendredi 18 mars,
19 heures, le président nous reçoit, le directeur de cabinet ministère de Défense, le colonel Karim et moi. C'est bien cela? C'est bien cela. Et le samedi 19 mars, 20 heures, je reçois une enveloppe de 500 000 CFA des mains de M. Soro Jean-Baptiste de la part du président pour ma famille. C'est bien cela? C'est bien cela. Et M. Jean-Baptiste Soro, quelle était sa fonction à ce moment-là au sein de la présidence? Merci, monsieur le procureur. Monsieur Jean-Baptiste Soro est dans le protocole. Il est au sein du protocole du président. Et j'aimerais revenir en arrière au 3 février. Et c'est la page 0432. Donc le 3-4 février. Je comprends que vous faites référence à un cercle. Et vous avez écrit, il est écrit à côté, 3 et 4 mars. Pourriez-vous nous expliquer? Merci, monsieur le procureur. Lorsque j'ai vu 3, le 3, j'avais commencé à écrire et après, je me suis rendu compte que ce n'est pas sur cette page que je devais écrire. Je devais plutôt aller au mois de mars. Comme j'avais déjà écrit, j'ai continué aussi sur le vendredi pour relater les faits qui s'étaient passés le vendredi. Et j'ai entouré en mettant la précision 3-4 mars. Bien que ce soit sur une page de février. Et si on va maintenant à la page suivante, 0433, donc c'est la semaine du 7 février. À droite, il y a un aparté. Lundi 7 février, opération conjointe GSPR Escadron 3-1, un mort, plusieurs blessés, côté. Et c'est quoi ça? Down, please. Slow. Le président, ralentissez, s'il vous plaît, ralentissez. Le lundi 7 février, opération conjointe GSPR /Escadron 3-1, un mort, plusieurs blessés, côté. Là, j'ai de la difficulté à lire. Je vois un E ou un C, et après un N ou un I, ou un H ou un I. Mais pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Merci, monsieur le procureur. Cette annotation, lundi 7 février, opération conjointe GSPR/Escadron 3-1, c'est mon unité. Un mort, plusieurs blessés, côté ennemi. Ennemi, là c'est E-N-I. Ennemi. Très bien. Et je veux juste terminer avec ce sujet, et je termine avec cela. J'aimerais maintenant revenir en arrière. On peut laisser l'agenda de côté. On laisse la crise post-électorale de côté. On revient en 2002. On revient en 2002 à l'ouest. Plus spécifiquement, après que vous ayez quitté Danané,
vous êtes au front. On est le 28 novembre 2002, comme vous l'avez mentionné la première journée, et le MPIGO a pris le contrôle de Danané, donc les forces rebelles. J'aimerais savoir, là, vous avez retraité à quel endroit? Juste le nom de la ville. Pas obligé de nous dire pourquoi, comment. Je vous demande précisément des questions précises. On peut se limiter à la question. Vous avez retraité à quelle base ou à quelle caserne? Donc, merci, monsieur le procureur. Nous avons fait 2 vagues. Nous avons replié dans la première journée, la journée de l'attaque. Nous avons replié au-delà d'un pont qui se situe sur le fleuve Cavali, en vue d'attendre là le renfort qui nous avait été promis. Et le lendemain, vendredi, ça n'a pas été chose faite et nous avons été de nouveau attaqués par un grand nombre. Donc, nous avons replié et le colonel Doumia, à cette époque, était commandant. Il était venu là en renfort avec 6 personnes. Et nous avons dû replier ensemble. Et j'ai replié sur la grande base qui était à Daloa. Très bien. Alors que vous êtes à l'ouest, êtes-vous à même de nous expliquer les forces qui sont présentes à l'ouest? Et qu'en est-il au sujet des forces spéciales? Merci, monsieur le procureur. Donc, après Daloa, je suis redéployé par mes chefs avec un certain nombre de gendarmes et je me retrouve à Bloléquin, la ville de Bloléquin, où je trouve déjà des éléments de la force spéciale. Ils sont un mélange de gendarmes, de militaires, et de policiers de la BAE, avec des marins. Savez-vous où ils avaient été formés, ces éléments de la force spéciale, et par qui? Merci, monsieur le procureur. Donc, ces éléments sur place étaient dirigés par des personnes de couleur blanche. Et il semble que ce sont ces mêmes personnes qui les avaient formés au sein de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et l'école de gendarmerie d'Abidjan, à ce moment-là, était sous le commandement de qui, à votre connaissance? Merci, monsieur le procureur. À cette période, l'école de gendarmerie était dirigée par le général Djabi Point. Et ces Blancs étaient de quelle nationalité que vous avez vus à Bloléquin? Donc, ces Blancs qui étaient avec la force spéciale, nous avons appris qu'il y avait un Sud-Africain. Une situation idéale. Maître Fonbonnemé, je pense qu'il y a toute une partie qui manque, qui fait défaut dans le compte-rendu d'audience en français. Là, ils ont repris à un autre moment. Ça peut se passer. De toute façon, tout est enregistré.
et les choses seront rectifiées par la suite. Mais je ne comprends pas d'où vient votre difficulté à suivre. Ils parlent tous deux en français, mais bien souvent, nous sommes obligés de remonter. You too. Ouais, yeah. Vous aussi, maître. No. Yes, but we are. Oui. Mais j'espère vraiment d'ailleurs que cela tire à sa fin. Donc, bon, un peu avec votre indulgence, je vous demande d'être indulgent. Nous allons arriver au terme des questions posées par le procureur. D'ailleurs, cela n'a pas duré 7 heures, mais 8 heures, pour que tout soit bien précis. Monsieur MacDonald, et je peux vous assurer en fait que nous allons faire des économies ailleurs. Monsieur le témoin, connaissez-vous le nom du Sud-Africain? Merci, monsieur le procureur. Je ne peux pas dire le nom d'un de ces blancs. Êtes-vous à même de nous dire si il a été condamné ou non en Afrique du Sud pour ses activités en Côte d'Ivoire? Merci, monsieur le procureur. Je n'ai aucune connaissance de ces faits. Est-ce que c'était les seuls étrangers que vous avez croisés à l'Ouest en 2002 et 2004? Merci, monsieur le procureur. En plus, Monsieur le Président. Maître André. Je sais que mais c'est vrai, on a voulu laisser beaucoup de questions Or, le témoin, suggérées. Non. I think the witness... Non, je ne pense pas que l'on puisse influencer le témoin d'une façon ou d'une autre. Je vous demande, Monsieur le Président, votre indulgence à ce sujet, c'est important. Le Président, oui, je ne sais pas quel va être le point de vue. Monsieur MacDonald, ils le savent exactement. Monsieur le Président. I would just ask you if it, Le Président, est-ce que vous allez intervenir à propos d'une question de procédure ou est-ce qu'il s'agit d'une question de fond? C'est la question que je vous pose, maître. Je ne sais pas, les deux pouvant donc se réunir, à la fois la forme et le fond. yes. Oui? 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 No, it is only. Non. Là, c'est par rapport à la présence du témoin dans le prétoire. Si ce que vous êtes sur le point de dire pourrait influencer le témoin, je vais demander au témoin de quitter le prétoire. Si tel n'est pas le cas, il peut rester dans le prétoire. Mais il vous appartient de nous le dire. C'est votre responsabilité, maître. Monsieur le Président, je pense que le témoin peut rester dans le prétoire. Il n'y a pas de problème. So please. Alors, je vous en prie. Monsieur le Président, la dernière question de Monsieur le procureur. Est-ce que c'était les seuls étrangers qui étaient là et que vous avez vus? Je pense qu'il aurait été préférable, à mon sens, de demander au témoin. Objection, the witness is there. Monsieur MacDonald, objection. Le témoin est présent. Il fait exactement cela. C'est une question générale. Le témoin sait comment répondre à cette question. Nous ne pouvons pas influencer le témoin maintenant. Le président. Il appartient au procureur de poser des questions et je vais inviter le procureur à poser des questions précises et des questions succinctes également pour que le témoin puisse avoir la possibilité de dire ce qu'il va dire. Outre les 3 personnes blanches, y avait-il d'autres nationalités qui combattaient avec vous ou en parallèle avec vous?
Merci, Monsieur le procureur. En plus de ces personnes étrangères que j'ai citées, il y avait d'autres troupes qui étaient du Libéria. Portait-elle un nom? Effectivement, ces troupes portaient un nom. Mais lorsque je suis arrivé, le nom était déjà là. Je ne sais pas si ils se sont donné le nom ou bien, Monsieur le témoin, oui, quel ils était portaient le nom? un nom. Quel était ce nom? Donc, le nom, c'est Lima. Donc, Lima de l'alphabet militaire, Alpha, Bravo, Charlie, L pour Lima, c'est ça? C'est bien ça. Donc, Lima pour indiquer libérien. Et une fois, en 2004, que vous êtes retourné à votre caserne, ces forces ou ce groupe Lima sont-ils restés en Côte d'Ivoire, à votre connaissance? En tout ou en partie? Merci, Monsieur le procureur. C'est vrai que nous les appelions Lima pour Libériens, mais nous avons pu constater qu'il y avait des Ivoiriens en leur sein, mais de la même ethnie qui est divisée par une frontière. Donc, après la guerre, après le cessez-le-feu intégral, lorsque je suis retourné dans ma caserne, au camp commando d'Abobo, j'en ai rencontré. J'étais dans la ville d'Abidjan. Et quelle est cette ethnicité commune? Ils sont de l'ethnie guéré. À l'ouest, y avait-il, au-delà des forces de défense et de sécurité, des forces spéciales, du groupe Lima, y avait-il des milices? Merci, Monsieur le procureur. Je ne comprends pas la question. Pour combattre les rebelles à l'ouest, dans la région où vous vous trouvez, en votre sein, au sein des FDS ou en parallèle avec des FDS, y avait-il des milices qui combattaient avec vous les rebelles? Merci, Monsieur le procureur. Donc, il y avait les FDS et dans les FDS, il y avait la force spéciale que j'ai indiquée tout à l'heure et il y avait ce groupe de Lima. En dehors de ceux que je viens de citer, il n'y avait plus personne. Et à Abidjan, lorsque vous dites que vous voulez retrouver ce groupe, ou certains des membres de ce groupe, comment s'appellent-ils? Est-ce qu'ils ont un nom en tant que groupe? Merci, Monsieur le procureur. Donc, ces groupes, j'en ai vu à Abobo, sur plusieurs sites. Ils occupaient plusieurs sites et ils portaient toujours ce nom Lima. Mais un autre groupe a été cité, le groupe GPP. Je ne peux pas dire
leur origine. With just your indulgence. Monsieur McDonald, 5 secondes, Monsieur le Président, pour revoir, bien vérifier si j'ai terminé ou non. Excusez-moi, peut-être juste des questions de précision au sujet du groupe Lima. Comment était-il armé? Merci, Monsieur le procureur. Donc, ceux qui étaient avec nous au front avaient le même armement que nous. À votre connaissance, d'où provenait cet armement? Merci, Monsieur le procureur. Je ne saurais le dire. Pendant cette période, les armes que j'ai trouvées avec ces personnes, je ne sais pas d'où provenaient ces armes. Par contre, ils avaient les mêmes véhicules que nous. Vous avez parlé d'armes, mais je vais plus loin pour suggérer. Donc, ils avaient les mêmes véhicules, qui avaient les mêmes immatriculations. C'est-à-dire que c'est l'immatriculation de l'armée de Côte d'Ivoire. Alors, donc, quand vous parlez d'armes, je suppose que ça vient du même endroit. Qui, à votre connaissance, leur fournissait? Ces véhicules et ces armes? Merci, Monsieur le procureur. À mon niveau de responsabilité, il m'est difficile de savoir. C'est seulement des suppositions. Mais si je me tiens à ce que j'ai pu voir, c'est que une fois, il y a des armes qui ont été convoyées par des cars de transport, des gros cars de transport, et les armes se trouvaient dans les soutes de ces cars-là. Et les armes ont été descendues et les caisses ont été distribuées à ces personnes-là. Y avait-il des gens des FDS avec ces cars pour décharger et s'entretenir avec les forces Lima? Merci, Monsieur le procureur. Ces cas venaient à notre base, c'est-à-dire à Guiglo, qui était plus en avant. On trouvait Guiglo avant de trouver où nous étions. Donc, il y avait déjà des combats où nous étions, donc les cas ne pouvaient pas arriver jusque-là. Donc, il y avait un commandant zone opérationnel, le colonel Yedes. Et c'est dans la cour du site qu'il occupait que les cas ont déchargé les armes. Outre le colonel Yedes, y avait-il une autre personne qui était en contact avec les forces Lima et servait d'intermédiaire? Effectivement, les armes avaient été convoyées par le capitaine Tony Oulaï. Et outre Tony Oulaï, y avait-il d'autres intervenants qui étaient en contact direct avec les forces Lima que vous avez vus de vos yeux vus? Merci, Monsieur le procureur.
Effectivement, en dehors de Tony Oulaï qui est venu avec des armes, il y a il était adjudant à l'époque, il est maintenant officier, Oulaï de la Fosse, qui était en contact avec eux. Et enfin, pour terminer, y avait-il des civils qui étaient en contact avec eux, que vous avez également pu voir? Effectivement, nous avions une base à Blolequin qui était dirigée par un capitaine de l'armée. Et donc, lorsque ces personnes venaient pour rencontrer dirigé par un capitaine de l'armée. Et donc, lorsque ces personnes venaient pour rencontrer les Limas, ces personnes allaient d'abord rendre visite et prendre le pouls de la situation et puis se présenter au chef du détachement, le commandant secteur qui était là. Et donc, nous avons pu voir et M. Éloi Oulaï. Et le député, vous dites que vous ne vous rappelez pas du nom. Oui, je ne me souviens pas le nom. Hubert Oulaï? Je ne sais pas si c'est lui le député. Mais je sais qu'il est venu là aussi. Donc, vous confirmez que M. Hubert Oulaï... Et à ce moment-là, M. Oulaï, quand il se présente là, est-ce que vous savez quelles sont ses responsabilités au sein du gouvernement? Monsieur le Président, la question a été posée au témoin, il a été très clair. Est-ce M. Hubert Oulaï? Je ne sais pas. Et vous posez une question affirmative pour dire M. Hubert Oulaï lorsqu'il était là. Le témoin a dit non, ce n'est pas lui qui était député, mais il a confirmé qu'il a vu M. Hubert Oulaï venir là. Donc, je fais la suite. Peut-être que le transcrit ne suit pas, mais c'est ce que le témoin a mentionné. But I think if Mr. Oulaï... Je pense que M. Oulaï s'il avait une responsabilité au sein du gouvernement, cela se trouverait dans un document ou dans des documents. M. McDonald, oui, mais interrompu par le président. Écoutez, maintenant il est 13 heures. De toute façon, il va falloir que nous nous interrompions. M. McDonald, ce sera ma dernière question, Monsieur le Président. C'était quoi ses responsabilités au sein du gouvernement? Merci, Monsieur le procureur. Il faut dire que nous étions coupés carrément de tout ce qui était possibilité de se renseigner. Donc, je ne me rappelle plus. Très bien. Dernier nom, Mao Gloffier. Connaissez-vous Mao Gloffier? Merci, Monsieur le procureur. Mao Gloffier, je ne l'ai pas vu en personne. Je l'ai vu sur les écrans. J'ai entendu parler de lui, mais il n'est jamais venu là. Il était plutôt à Guiglo. Il était plutôt à Guiglo. Bien ça. Et avait-il de ces éléments avec vous à ce moment-là? Merci, Monsieur le procureur. Il faut dire que ces éléments dont je parle, il y en avait même à Guiglo. Les éléments Lima. Donc, je ne peux pas savoir s'il avait une troupe à lui.
Très bien. Je vous remercie, Monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions. Et je remercie surtout l'indulgence de la Chambre quant à la longueur du témoignage. Je vous remercie. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Maître Hendry. Je ne retrouve pas la partie où le témoin aurait dit que M. Hubert Oulaye était là. Par contre, j'ai ici le nom de capitaine Oulaye, Tony. Est-ce que c'est... Mais donc, Maître, parce que vous savez que ce n'est pas la même chose. Oui, mais justement parce que je ne retrouve pas la partie où le témoin avait parlé de Hubert Oulaye, justement. Donc, si vous pouvez nous indiquer ça. Les représentants légaux m'informent qu'il s'agit de la page 60, ligne 19 du transcrit français. 19-20. Alors, donc, je vais lire simplement. 79-20. Je ne sais pas si c'est lui, le député, mais je sais qu'il est venu là aussi. OK, d'accord. C'est clair. Merci. Okay, so we take the break. Le juge président. Bien, nous allons faire la pause maintenant. Non, on ne va pas terminer plus tôt maintenant, rien du tout, parce que le procureur a pris, non pas un volet d'audience, mais 2 volets d'audience pour terminer ces questions. Donc, nous allons reprendre comme d'habitude à 14h30. Nous siégerons pendant 1h30 jusqu'à 16h. Et bien entendu, la défense commencera donc à 14h30. Je vous remercie. L'audience est levée.